À la fin de la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle guerre d'un nouveau genre se déclenche. C'est la guerre froide. Ici Monsieur Fouché, c'est parti. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le monde a profondément changé, sur le plan économique. L'Europe est en ruine et a perdu son influence sur le reste du monde, alors que les États-Unis, de leur côté, sortent renforcés. Ainsi, en 1945, la moitié du PIB mondial est produit par les seuls États-Unis. Sur le plan territorial et du prestige, l'URSS est le visage de la victoire. La propagande soviétique fait de la libération de l'Europe de l'Est et de la prise de Berlin une victoire essentielle sur le nazisme. De plus, dans de nombreux pays, les réseaux de résistance ont été organisés par des partisans du Parti communiste. C'est le cas en France et en Italie. Ainsi, bien que la guerre soit finie et que l'Axe soit détruit, les observateurs sentent une nouvelle opposition apparaître entre deux mondes que tout oppose. Ainsi, après la guerre, les États libérés du joug nazi se retrouvent face à un choix et doivent s'aligner sur une des deux idéologies. Du côté occidental, on lance le plan Marshall, qui est un plan de reconstruction après la guerre. Dans les pays libérés par les Américains, les Français et les Britanniques, des régimes démocratiques sont remis en place, toutefois sous conditions. En effet, obtenir les fonds de ce plan est conditionné à l'absence des communistes du gouvernement. En 1949, les Américains doublent ce plan d'une alliance militaire, c'est la création de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN. Dans les pays libérés par l'URSS, l'Europe de l'Est et l'Est de l'Allemagne, les soviétiques forment des gouvernements qui sont fidèles au pouvoir du Kremlin et qui sont des dictatures. Ces États adhèrent à la communauté d'entraide mutuelle, la CAEM, qui est un fonds qui permet la reconstruction. Ces États deviennent des États satellites de l'URSS. Il y règne un régime de terreur, où les opposants sont interdits et où l'économie est planifiée, à l'instar de ce que l'on retrouve en URSS. Cette appartenance à la CAEM se double de l'adhésion au pacte de Varsovie, qui est une alliance militaire dirigée par les soviétiques à partir de 1955 et qui vient contrebalancer l'OTAN. Cette opposition entre les blocs est majeure et concerne tous les domaines, que ce soit la recherche ou les compétitions sportives. Mais il est important de noter que cette confrontation très forte entre les blocs ne débouche jamais sur une opposition frontale et directe entre Américains et Soviétiques. Mais pourquoi ? À partir de 1951, les Soviétiques créent leur propre bombe nucléaire. Désormais, il est évident pour les deux blocs qu'une guerre ouverte déclencherait la Troisième Guerre mondiale, qui serait synonyme de la destruction de l'ensemble de l'humanité. Cet état de fait conduit les dirigeants politiques des deux blocs à ne jamais faire le geste de trop qui déclencherait le conflit. C'est ce que les historiens appellent l'équilibre de la terreur. Équilibre de la terreur qui débouche sur une succession de crises géopolitiques majeures. La guerre froide est une période de confrontation par procuration entre les États-Unis et l'URSS qui se traduit par l'apparition de crises qui se succèdent mais qui ne débouchent jamais sur une guerre. Afin de comprendre cela, nous allons étudier la ville de Berlin dans la guerre et voir de quelle manière celle-ci devient le symbole des tensions entre les deux blocs. La toute première crise est la crise du blocus de Berlin. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne se retrouve occupée par l'ensemble des vainqueurs. La France, les Britanniques et les Américains se partagent l'ouest de l'Allemagne et de l'ancienne capitale du Reich, alors que les Soviétiques occupent l'est du pays. Berlin est donc divisé entre est et ouest. Or, la ville se trouve entièrement enclavée dans l'est du pays, occupée par les Soviétiques. Le 24 juin 1948, Staline souhaite prendre le contrôle complet de la ville et pour cela, organise le blocus terrestre de la partie ouest du pays. Staline ne veut bien entendu pas déclencher une guerre et donc se contente de ce blocus. De leur côté, les Occidentaux ne veulent pas laisser cette partie de Berlin aux Soviétiques. C'est la première crise de la guerre froide. Durant près d'un an, les Occidentaux organisent un pont aérien afin de ravitailler les habitants de Berlin-Ouest en nourriture et charbon. Un avion toutes les 4 minutes survole et parachute des vivres. Après un an, les autorités soviétiques lèvent le blocus. Le conflit a été évité. Cette crise est pour beaucoup le début de la guerre froide et marque un véritable changement dans les relations entre les anciens alliés. À la suite de cette crise, la partition de l'Allemagne en deux pays est définitivement entérinée. L'Allemagne de l'Ouest devient la République fédérale d'Allemagne, alors que l'Allemagne de l'Est, soviétique, devient la République démocratique d'Allemagne, la RDA. Au début des années 60, la situation de Berlin-Ouest est toute particulière. La moitié de la ville demeure un îlot occidental au milieu du monde soviétique. Les Berlinois se déplacent aisément d'un secteur à l'autre. Le passage vers l'ouest est tellement facile qu'on estime que près de 160 000 Est-Allemands ont fui le régime soviétique de la RDA pour se réfugier en RFA, en passant par Berlin. Cette situation est de plus en plus intolérable pour les autorités soviétiques. C'est pourquoi dans la nuit du 12 au 13 août 1961, le gouvernement de la RDA construit un mur infranchissable entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Ce dispositif se double de la création le long des frontières entre pays du bloc soviétique et du bloc occidental d'un rideau de fer infranchissable. Le régime soviétique enferme sa population.
En effet, il ne s'agit pas pour les autorités d'empêcher l'entrée d'Occidentaux, mais d'empêcher les Européens de l'Est de fuir vers l'Occident. Les relations entre les deux blocs se tendent d'autant plus que quelques mois plus tard éclate la crise des missiles de Cuba. À la suite de l'installation d'un régime pro-soviétique à Cuba, les soviétiques souhaitent installer des missiles nucléaires sur l'île, mettant dès lors à portée de tir la capitale Washington. Cette situation est inacceptable pour les États-Unis qui parviennent à faire reculer Khrouchtchev. Là encore, la guerre est évitée. Après la crise de Cuba, les chefs de l'État américains et soviétiques décident l'installation d'une ligne téléphonique directe pour pouvoir se parler directement. Ceci débouche sur l'apaisement des tensions. Toutefois, entre 1964 et 1973, les États-Unis s'engagent dans la guerre du Vietnam. Le nord du Vietnam, le Viet Cong communiste, se bat contre le sud du Vietnam, soutenu par les Américains qui envoient des hommes se battre. C'est une défaite pour le camp occidental, qui se retrouve fragilisé sur le plan diplomatique. À partir du milieu des années 70, l'URSS étend son soutien. Ainsi, les soviétiques apportent leur aide substantielle aux révolutions en Amérique du Sud ou encore entrent en guerre contre les talibans en Afghanistan. De leur côté, les États-Unis arment, financent et entraînent des groupes rebelles qui s'opposent aux soviétiques. Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989, une foule en liesse détruit le mur de Berlin, symbole de la séparation entre soviétiques et américains. Comment en est-on arrivé là ? Depuis le début de la guerre froide, les gouvernants soviétiques se sont battus pour jouer à armes égales avec les Américains sur le plan économique et militaire. Cette lutte s'est soldée par des réussites, comme le développement de l'arme nucléaire ou la course à l'espace remportée dans un premier temps par le Kremlin. Toutefois, au début des années 80, l'échec du monde soviétique est patent. Les Américains ont gagné la course à la Lune, ils ont développé l'informatique, et la gestion de la catastrophe de Tchernobyl est une démonstration de l'opacité et des insuffisances du régime. En 1985, lorsque Mikhaïl Gorbatchev arrive au pouvoir, les choses changent profondément. Il ne peut que constater le délabrement de l'économie de l'URSS. Il lance alors une série de réformes dans de nombreux domaines que l'on appelle la perestroïka. Il restitue les terres aux paysans pour des productions familiales, il autorise les particuliers à créer des coopératives ou à se constituer en auto-entrepreneurs, il libéralise les entreprises d'État sur le plan politique. Une certaine tolérance est mise en place, et enfin, les élections se libéralisent avec la mise en place de la pluralité des candidats. Il approfondit tout cela par la mise en place de la glasnost. Ainsi, Gorbatchev dénonce les crimes de Staline, donne de nouvelles libertés. La glasnost permet les manifestations et les grèves, mais aussi le réveil des identités nationales. Le 2 mai 1989, le nouveau gouvernement hongrois débute le démantèlement du rideau de fer. Le passage entre l'Autriche et la Hongrie, autrefois difficile voire interdit, est autorisé. Dans les pays satellites de l'URSS, les réformes de la glasnost donnent de plus en plus de liberté et s'émancipent peu à peu du pouvoir du Kremlin, jusqu'en novembre 1989. Dans la journée du 9 novembre, le gouvernement de la RDA déclare autoriser les voyages privés sans justification, et ce, immédiatement. Cette annonce est une grande nouvelle pour tous les Allemands qui se ruent sur le symbole de leur enfermement. Dans la nuit, les populations est et ouest allemandes se réunissent et détruisent le mur. C'est le début de la fin de l'URSS. Le symbole de la guerre froide est détruit. En 1991, les républiques minoritaires qui alors composaient l'URSS revendiquent leur autonomie et proclament leur indépendance. Ainsi, l'URSS donne naissance à 15 nouveaux États. L'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, la Biélorussie, l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Turkménistan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan et bien entendu la Russie. En décembre, Gorbatchev démissionne de la présidence de l'URSS, qui n'existe désormais plus. La disparition de l'URSS fait éclater la Tchécoslovaquie, qui donne naissance à la République tchèque et à la Slovaquie. La Yougoslavie plonge dans des guerres intestines qui aboutissent à leur dislocation. Ces pays entrent dans une période longue et lente de transition vers l'économie de marché et la démocratie. Les États-Unis, dans les années 90, semblent cependant sans rival. En résumé, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, deux modèles de société se font face pour l'hégémonie sur le monde, les Occidentaux et les Soviétiques. L'équilibre de la terreur empêche les deux grands de se lancer dans une troisième guerre mondiale qui causerait la destruction de l'humanité. L'affrontement est fait d'une multitude de crises, mais jamais par l'affrontement direct entre Américains et Soviétiques. À la fin des années 80, le bloc soviétique disparaît, miné par les problèmes économiques et le désir de liberté des peuples.